On va maintenant écouter Philippe Prost de l'agence d'architecture Philippe Prost qui va nous parler du plan guide du CEA. Oui, alors bonjour. Donc, je vais vous présenter l'étude que nous avons menée avec la paysagiste Patricia Perrier de l'agence Infolio, l'équipe qui s'occupe des systèmes de transport dynalogique et Ginger comme bureau d'études. On a mené une étude sur le CEA, sur le plateau de Saclay, qui nous a été confiée conjointement par le PPS et le CEA. Alors la première image que vous voyez, si ce sujet m'a beaucoup intéressé, c'est qu'évidemment je m'intéresse aux villes closes, aux villes fortes, aux villes fortifiées, aux villes fermées sur elles-mêmes. Et il s'agit bien d'une ville forte en l'occurrence, puisque c'est une ville qui est dans laquelle on ne peut pas pénétrer facilement. Vous voyez, elle est posée sur le plateau et elle a une délimitation très stricte. De fait, ça pose des questions de renouvellement urbain extrêmement intéressantes. Le plan de départ d'Auguste Perret, qui n'est pas du tout orienté au nord, mais qui est orienté par rapport à sa composition, qu'il a déterminé sans doute par rapport à des éléments fondateurs qui sont le petit parc du château de Versailles, avec des îlots de 200 par 200 ou 300 par 300 ou 200 par 300, et avec un axe diagonal et donc une sorte de pas de doigt. Vous voyez ici une photo aérienne. On a la chance que le CEA ait fait des survols aériens très réguliers sur le site qui nous ont permis de comprendre comment le site s'était constitué depuis 1948 jusqu'à nos jours et comment il s'était transformé sur lui-même. C'est ce qui m'a particulièrement intéressé. Vous le voyez ici. Alors, ici, c'est une zone parc et vous voyez comment donc Perret a imaginé son implantation. Donc un site clos sur lui-même, accueillant des chercheurs, plusieurs milliers de chercheurs, des installations nucléaires de base, donc des choses extrêmement difficiles et potentiellement dangereuses qui s'installent là, qui prennent place, donc pour une durée évidemment très importante, et un site qui se transforme et se renouvelle sur lui-même, à l'intérieur d'un périmètre en entièreté rouge que vous voyez ici, la présence de l'eau, le rue de Corbeville, et un tracé-viaire très simple qu'il installe au départ, dès 1948, avec un ensemble de bâtiments. Ce tracé-viaire, comme la structure bâtimentaire, vont évoluer très régulièrement, avec dès le départ des bâtiments qui sont démolis et d'autres bâtiments qui sont construits. Donc on assiste à un phénomène progressif de saturation d'un espace clos et d'un espace limité. On nous parle beaucoup aujourd'hui de la lutte contre l'étalement urbain, on sait ce que ça donne, en général ça s'étale encore, et on a là un cas où de fait la sanctuarisation des terres agricoles, les installations nucléaires de base et la sécurité du site font qu'effectivement on ne peut pas sortir de ce tireté rouge. Et donc on construit à l'intérieur, on transforme les bâtiments, on en démolit, on en reconstruit de nouveau. La question de l'eau aussi est traitée, elle évolue. Et vous voyez que cette grille, avec une sous-grille de système viaire, s'installe sur le terrain. Donc c'est ce qui est très intéressant dans notre étude. Ça nous a permis de comprendre comment ce site se renouvelait sur lui-même pendant plus d'un demi-siècle. C'est évidemment, en tout cas je le prends comme ça, une sorte de modèle, en tout cas de point focal pour réfléchir le renouvellement d'une structure urbaine sur elle-même. Perret avait en quelque sorte mis en place les éléments structurants qui permettaient ce renouvellement et cette évolution. Alors, c'est 20 secondes chaque image, hein, c'est ça. Donc j'attends parce que finalement, là... Alors oui, une autre chose, 127 hectares clos, enceints dans un mur, et les dernières constructions, les constructions de Claude Vasconi, qui qui se sont implantées sur le site. 127 hectares, donc une superficie importante, c'est un peu un arrondissement et demi de Paris, qui ne peut pas sortir de son périmètre, mais qui se pose la question de son ouverture sur l'extérieur. Donc avec toute une problématique de zones semi-ouvertes. Alors vous voyez ici la photo aérienne, vous voyez très clairement l'emprise, et vous voyez autour, effectivement, des terres agricoles vierges de toute construction. Quelque chose dont beaucoup rêvent. Au sud, vous voyez un golfe. C'est un golfe, le golfe de Saint-Aubin, et c'est quelque chose dont on rêve, c'est-à-dire d'être capable de penser la ville et son renouvellement sur elle-même. Ici, vous avez une série de petits schémas axonométriques qui vous montrent comment cela se densifie et comment aujourd'hui on est entré dans un processus qui vise à la démolition, à la reconstruction, à la surélévation, parce qu'on joue avec des règles d'urbanisme et des règles de PLU. Une complexité du site qu'on a pu mettre au jour, c'est tout simplement que le site était sur 3 communes avec des règles de PLU différentes qui ont été harmonisées depuis. Alors qu'est-ce qu'on a imaginé? Évidemment, ce qui nous était demandé, c'était une charte paysagère, une charte urbaine
et une charte architecturale, et enfin une charte sur les déplacements. Parce que les déplacements dans une emprise close de cette taille, c'est une véritable question, une question extrêmement importante. Ici, vous avez la première approche, c'est l'idée que l'on peut continuer à densifier cette grille et que l'on peut donc valoriser cette trame urbaine qui se caractérise par des hiérarchisations des voiries, des plus larges ou plus petites, et des cheminements piétonniers, et puis aussi l'idée qu'on peut reconstituer cette couronne végétale, car c'est une ville au milieu d'un parc bâti. Autre élément, étendre la rigole de Corbeville, la traiter par rapport aux problématiques actuelles sur l'eau et son traitement et son recueillement, conserver le parc paysager, il y a différents éléments qui constituent les éléments structurants du paysage, aussi des grandes allées plantées, donc toute une structure. Évidemment, l'architecture de Perret, que vous connaissez tous, qui est moins connue certes que celle du Havre et qui n'a pas été classée au patrimoine mondial, sur lequel d'ailleurs il y a une certaine frilosité quant aux mesures de protection, parce que évidemment, qui dit protection dit s'occuper avec soin de ces bâtiments, et ça inquiète toujours, parce que le maître d'ouvrage se dit toujours ça va me coûter très cher. Très belle intervention qui a été faite d'ailleurs sur le restaurant. Et puis, enfin, la logique de bâtiment qui a évolué. Il faut savoir qu'après Perret, il y a eu une agence qui a travaillé sur le site pendant 40 ans et qui a développé les projets. C'est important puisque c'est une agence intégrée sous la direction d'Urbain Cassan. Enfin, les ondes de Vasconi, des bâtiments temporaires et tout à gauche, un bâtiment qui a été surélevé. Question du stationnement, c'est une vraie question quand la ville doit se renouveler sur elle-même. Aujourd'hui, le stationnement est étalé sur le site. Il est étalé et le formidable potentiel du site, c'est de regrouper ce stationnement, de l'intégrer dans des systèmes bâtimentaires ou de les regrouper ces poches de parking de manière à libérer de l'espace constructible et à restructurer, réorganiser au fil des démolitions-reconstructions le système de Perret. Enfin, la trame dense, donc définir un périmètre dans lequel la trame va être densément bâtie, et un autre périmètre qui reconstitue cette couronne paysagère qui constituait la caractéristique de Saclay. Et enfin, tout ça, une petite image d'une petite puce électronique pour imaginer que ce fragment de ville, eh bien, il fonctionne un peu comme cela, c'est-à-dire qu'on installe des installations techniques, des laboratoires, on installe des bureaux, et que ces éléments, on peut les mettre en place parce qu'il y a cette trame structurante, cette trame vière, et ce dimensionnement d'îlot extrêmement opportun. Merci.